Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui, d'avoir bravé le froid pour venir vous réchauffer dans ce magnifique foyer du Palais Garnier. Nous sommes là donc pour la 4e table ronde consacrée au Palais Garnier et au pouvoir politique dans le cadre des 150 ans du Palais Garnier. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités exceptionnels. Renaud Donnedieu de Vabre, monsieur le ministre, vous avez été ministre de la Culture de 2004 à 2007. Le directeur de l'époque de l'Opéra était Hugues Gall pour la fin de... Vous avez un micro ici, parce que nous sommes filmés. Tout d'abord, c'était Hugues Gall, et ensuite, ça a été Gérard Mortier, et j'ai contribué à la nomination de Nicolas Joël. Brigitte Lefebvre, vous êtes une figure éminente de la danse en France et à l'international. Vous avez été directrice du Ballet de l'Opéra de Paris de 1995 à 2014. Et peut-être ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que vous avez été la première déléguée à la danse au ministère de la Culture de 1987 à 1992. Et vous avez également été nommée en 1992 administratrice générale du Palais Garnier. Oui, c'est à peu près ça. Mais je suis surtout un petit rat de l'Opéra de Paris. Et je trouve que c'est très important, c'est là que ça a commencé. Et Mathias Auclair, vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France. Et vous connaissez bien le Palais Garnier. Vous avez publié de nombreux ouvrages à ce sujet. Et récemment, un ouvrage sur dessin pour un chef-d'œuvre, les dessins de Charles Garnier pour l'architecture, la construction de ce Palais Garnier. Et encore plus récemment, le catalogue de l'exposition sur les 150 ans du Palais Garnier, exposition qui a lieu en ce moment même et que je vous invite d'ailleurs à aller visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, le Palais Garnier et la politique, vaste sujet, dans un pays comme la France qui a une longue tradition marquée par la réglementation des théâtres par l'État. Rappelons que c'est le prince, on dirait aujourd'hui le pouvoir central, qui a créé par lettre patente l'Opéra de Paris, Louis XIV en 1669, de même que la Comédie Française en 1680. Donc je vous rassure, nous n'allons pas brosser 4 siècles d'histoire en 1h30, puisque notre sujet se limite à la création du Palais Garnier, donc de 1875 jusqu'à aujourd'hui. Pour autant, on le verra, il est parfois difficile de se limiter aux spécificités du seul Palais Garnier, qui devient un petit peu une métonymie de l'opéra pour aborder tous les sujets qui nous concernent. Alors avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais que nous commencions par regarder un petit extrait d'un film, Une nuit à l'opéra, pas le film des Max Brothers, mais le film de Sergueï Loznitsa qui a été réalisé en 2021 à partir d'archives des différents galas qui ont eu lieu dans les années 50 et 60 au Palais Garnier. Un petit extrait. Je crois que ça dit tout. Entre les trompettes d'Aïda et l'arrivée de toutes ces personnalités, on a reconnu un petit peu De Gaulle, la reine d'Angleterre, des personnalités vraiment prestigieuses. Ma première question va pour vous, Brigitte Lefebvre, parce que lorsque nous avons préparé cette rencontre,
Vous nous avez dit que quand vous étiez justement petit rat de l'opéra, vous avez participé à ce type de cérémonie. Oui, enfin d'une certaine manière. Mais effectivement, à l'époque, chère Elisabeth Platel, nous étions requises pour pouvoir offrir des fleurs. Et je me souviens avec la magnifique Noéla Pontois, enfant elle aussi. Alors je crois que je vais faire des fleurs, Mme Khrouchtchev. C'est peut-être dans mes rêves les plus fous, mais je crois que oui. En tout cas, je sais qu'on l'a fait à plusieurs occasions. C'était une manière pour nous de comprendre qu'on appartenait à un théâtre exceptionnel. Et Monsieur le ministre, justement, quel est l'intérêt de ce type d'événement pour le pouvoir ? La spécificité française, c'est de faire vivre dans un même élan la culture et la diplomatie. Parce que ce sont des symboles, parce que ce sont des messages, parce que c'est la marque à la fois du patrimoine, de l'histoire d'un pays, mais aussi de son ouverture d'esprit lorsqu'il s'agit de création d'artistes contemporains. Et pour nous, c'est absolument essentiel à travers les lieux culturels, à travers bien sûr l'Opéra Garnier, mais beaucoup d'autres lieux, il y a ce symbole français. C'est à l'époque ce qu'on a fait, même si ça ne concerne pas directement l'Opéra Garnier, lorsqu'on a décidé de faire le Louvre à Abu Dhabi, eh bien c'était à la fois un symbole de paix, d'ouverture, de rayonnement de notre pays. Et notre patrimoine, c'est bien qu'il vive et qu'il s'ouvre. Alors aujourd'hui, ici, au Palais Garnier, innombrables sont les étrangers qui viennent le visiter, qui viennent assister à un certain nombre de spectacles. Et puis c'est aussi un lieu, parfois, de rencontre officielle. Moi, comme ministre, sous la présidence de Jacques Chirac, on a organisé ici une célébration pour l'entente cordiale. Donc ce n'était pas avec la reine d'Angleterre, c'était avec le prince Charles et avec Madame Chirac. Et donc c'était un lieu, si vous voulez, qui s'ouvrait de manière exceptionnelle pour célébrer un événement diplomatique. Et une des missions de l'opéra, c'est effectivement de contribuer au rayonnement de notre pays. Lorsque Brigitte Lefebvre et le ballet de l'Opéra de Paris allaient à l'étranger, je me souviens de votre déplacement en Chine, eh bien, c'était un très beau symbole, de la même manière que nous accueillons aussi et que vous accueillez ici, dans les murs de l'opéra, soit des metteurs en scène, soit des artistes, soit des troupes, soit des chanteurs, des chefs d'orchestre venus de tous les pays du monde. Donc oui, c'est la quintessence même de l'esprit français, normalement, et je le dis dans une période où c'est particulièrement important. Parce qu'on voit à quel point la violence internationale, elle est à la fois à l'intérieur de notre pays et bien sûr à l'extérieur. Et les lieux culturels, ce sont des lieux de paix. C'est-à-dire ce sont des lieux d'accueil, de respect, d'échange. Et donc c'est vraiment le cœur même de l'esprit français que de faire que ces lieux, eh bien oui, contribuent à notre rayonnement. On accueille, on est fiers. Et puis, on essaye de faire rayonner aussi nos talents. Les représentants du ballet qui sont là savent très bien que, par exemple, au Japon, eh bien, les artistes français sont acclamés et plébiscités. Voilà, c'est une sorte de marque française dont on est un peu fier. Mathias Auclair, est-ce que vous pouvez nous parler de cette longue tradition des galas ? Quand est-ce qu'elle a commencé ? Et peut-être quand est-ce qu'elle s'est arrêtée aussi ? Alors le point de départ, je ne pourrais pas vous le dire de manière très précise, mais en tout cas, il y a des souvenirs de galas très anciens, au moins au XIXe siècle, et on peut imaginer qu'il y avait déjà des rencontres au sommet de l'État à l'opéra. On sait que, évidemment, Louis XIV venait, en tout cas faisait déplacer l'opéra à la cour, que Marie-Antoinette allait au spectacle. Donc voilà, donc il y a une tradition très longue de cette relation entre l'opéra et le pouvoir central, et l'opéra comme manifestation politique et culturelle de la puissance française, de son rayonnement. Et évidemment, dès que le Palais Garnier est inauguré, il y a des galas. Alors, et cette tradition a été reprise par la Ve République. On a vu d'ailleurs quelques images du président Coty qui venait avec la reine d'Angleterre. Donc là, on est à la IVe République. Mais le général de Gaulle, qui, comme vous le savez, voulait faire rupture avec la IVe République, là, s'est inscrit en plein dans la grande tradition de la IVe République, qui a même multiplié ces galas.
Il y en a eu une trentaine sous son mandat. Et cette tradition a perduré sous Georges Pompidou et sous Valéry Giscard d'Estaing avant que François Mitterrand y mette fin. Alors, en fait, François Mitterrand a pris cette décision pas uniquement pour l'opéra, mais pour l'ensemble des théâtres nationaux. Et c'était sa volonté de montrer que le pouvoir politique n'interviendrait plus dans la politique des théâtres, en tout cas plus de manière visible et plus dans la politique artistique. Et donc il y a eu d'autres moyens pour le chef de l'État d'organiser ce type de gala. On en a eu encore connaissance à Versailles il n'y a pas très longtemps. En tout cas, il n'y a plus de grands galas présidentiels à l'opéra depuis l'avènement en tout cas le début du mandat de François Mitterrand. C'est-à-dire que les présidents de la République peuvent venir assister à des spectacles, mais ils n'invitent pas des chefs d'État étrangers dans le cadre de galas comme c'était le cas auparavant. Oui, cette tradition, au fond, elle s'est perdue pour l'Opéra Garnier. Et au fond, le monde de la musique, de la danse, de l'opéra, qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui du pouvoir politique ? En son temps, il a attendu la création de nouvelles salles. Ça a été, par rapport à l'Opéra Garnier, la création de la Bastille. Et donc, qui a été une décision, et il faut le souligner, qui a une longue histoire, en fait. On en parlera tout à l'heure. Et qui n'est pas uniquement, j'allais dire, ponctuelle de Pierre contre Paul ou de Paul contre Pierre. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, ensuite, bien sûr, l'attente, c'est les moyens pour que le fonctionnement soit au rendez-vous. Mais cette autre dimension, qui était la présence d'étrangers officiels, elle s'est un peu perdue, en fait, concernant l'Opéra Garnier, au bénéfice du château de Versailles. Alors, ça tient parfois aux personnalités qui sont à la tête du château de Versailles, aux atavismes des chefs d'État de notre pays. Et moi, dans ma vie actuelle, qui n'est plus celle d'un membre du gouvernement, mais d'une sorte de lonesome cowboy, j'ai essayé de persuader aussi de temps en temps que c'était bien d'aller à Fontainebleau. Alors je pourrais, au fond, me dire il faut qu'on retourne dans la boucle et que c'est bien de refranchir les portes de l'Opéra Garnier pour un certain nombre de nos grands visiteurs étrangers. Ceci dit, ils viennent beaucoup, et notamment au moment des Jeux Olympiques, vous avez été submergé de demandes d'un certain nombre de pays étrangers qui voulaient y installer un certain nombre d'éléments, présenter leurs talents, leurs équipes, voilà. Donc il faut toujours faire en sorte effectivement que les portes s'ouvrent, et ce n'est pas sur automatique. Je voudrais réagir un petit peu à ce que vient de dire le ministre, si tu le permets, cher Renaud. Je pense qu'il y a aussi une évolution qui a été faite au moment où M. Mitterrand est arrivé au pouvoir, et qui est un peu corollaire à la volonté de Bastille aussi. C'est le mot populaire. C'est le mot de souhaiter un opéra populaire. Donc ouvert peut-être moins aux chefs d'État systématiquement, mais plus à l'ensemble de la population. C'est une quête qui est sans fin, hein, puisqu'on a toujours envie de faire davantage. Tous les grands artistes qui sont à la tête de structures, je vois Laurence Equilbé, il y a sûrement d'autres personnes que je ne vois pas parce que je suis un peu... Hein, mais on a tous ce désir de l'ouvrir au plus grand nombre. Et je crois que ça a presque supplanté cette volonté de magnificence pour pouvoir, effectivement, chaque directeur, j'allais dire directrice, mais il n'y en a pas eu à la tête de l'opéra, a cette volonté maintenant. Alexander Neff le manifeste plus que jamais. Ça a été fait au temps de Gall avec Martin Kahn et d'autres personnalités en faveur des jeunes. Il y a cette préoccupation très très marquée qu'il ne faut pas oublier, qui est une constante, et qui s'accompagne aussi de la volonté de trouver du mécénat. Voilà, oui, le mécénat est un élément très très important aujourd'hui, et donc à travers cette présence de personnalités étrangères, parfois ce sont de bons ambassadeurs pour ensuite convaincre tel ou tel responsable économique ou financier de prendre des décisions positives parce que le lieu évidemment fascine. Je crois que cette notion, on ne parlera pas de Bastille, il ne faut surtout pas parler de Bastille, mais enfin, en tous les cas, quoi qu'il en soit, cette volonté d'un opéra populaire, il est intervenu, et quand on voit l'attrait, mais ça tout le monde le sait ici, que représente, il n'y a jamais eu autant d'attrait pour Garnier que depuis qu'il y a Bastille. Et ce que je trouve le plus heureux, c'est que Bastille reste quand même un théâtre extraordinaire. Donc ça a été une ouverture formidable.
On peut quand même parler de Bastille en disant que le dernier grand gala finalement d'État, c'est l'inauguration de l'Opéra Bastille, où là, 1989. François Mitterrand est venu avec toute une pléiade de chefs d'État. Donc c'est le dernier grand gala à l'Opéra. Après avoir été à Versailles, enfin, on ne va pas recommencer. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal quand même maintenant de faire ces visites à Versailles, qui n'est pas spécialement le symbole de la République. Et en fait, cette salle où nous nous trouvons, le foyer où nous nous trouvons, a été aussi inspiré par le... Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, intéressant à noter, c'est que finalement on privilégie un musée, ce qui veut dire que l'Opéra Garnier n'est pas un musée. Ça, c'est une bonne chose, Voilà. en effet. Oui, il y a quand même un opéra à Versailles, il y a quand même une chapelle royale dans laquelle il y a des concerts et de grands artistes qui se produisent. Mais c'est vrai que c'est un musée. Comparer quand même l'Opéra Garnier avec ce qui... Bon, enfin bref, on en parle après. Il y a eu quelques spectacles d'État d'ailleurs à Versailles, du temps où le Palais Garnier servait aux visites d'État. Il y a notamment une visite de Kennedy en France, où Kennedy a été reçu non pas ici à Garnier, mais à l'Opéra Royal de Versailles. Moi, je vois. Et puis, il y a eu aussi M. Lieberman qui avait fait c'était le Don Giovanni, qui a été fait à Versailles, qui a été créé. Les noces de Figaro qui ont été créées à Versailles, avant même d'être créées, je crois. Alors là, j'entends les gens qui vont me dire que c'est pas ça, mais avant même d'être créées à l'Opéra Garnier. Donc, vous avez raison, Monsieur le Ministre, en ce qui concerne les activités versaillaises pour le théâtre. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous parliez des tournées également. Ces tournées ont toujours lieu, notamment pour le ballet. Ça répond bien sûr aussi ça répond à la fois à un enjeu de diffusion pour les publics, dans cet esprit de démocratisation, mais est-ce que c'est aussi cette forme de soft power de la culture ? Oui, bien sûr, ça c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, j'ai fait une fois un mauvais coup à Brigitte Lefebvre lorsqu'elle était directrice de la danse de l'opéra, parce qu'il y avait une conférence de presse où on annonçait la tournée du ballet en Chine. Et j'ai dit à Brigitte, je te signale que tout à l'heure, je vais faire mon boulot et je vais accompagner et présenter tout ce que vous allez faire et réussir en Chine. Mais devant toi et devant la presse, je vais également formuler le souhait qu'il y ait une tournée en France. Et j'avais choisi la ville de Tours. Et le ballet de l'Opéra de Paris a été pour 2 représentations à Tours. Et d'ailleurs, il y a eu une petite provocation ou quelques éléments de sabotage au moment de la première représentation. Et alors que Brigitte et le ballet étaient vraiment les grands invités d'honneur, que les équipes techniques du Palais des Congrès de Tours auraient dû platement s'excuser et assumer un problème, Brigitte a été obligée de monter elle-même sur scène pour expliquer qu'il y avait eu un problème technique qui était en fait ni plus ni moins un sabotage, mais elle ne l'avait pas dit. Et voilà. Donc ces tournées, c'est absolument essentiel. C'est comme le rayonnement de ce que nous avons dans nos collections nationales. De ce point de vue-là, les artistes, que ce soit les metteurs en scène, les chanteurs, les chanteuses, les danseurs, les danseuses, ce sont, pour reprendre une expression japonaise, des trésors nationaux vivants. C'est-à-dire que ce sont, pour notre pays, des éléments de fierté absolue. Alors ensuite, il y a les problèmes des horaires, des charges de travail, des contraintes entre, et bien sûr, le travail in situ, les répétitions et la liberté qui est parfois offerte à un certain nombre d'artistes de pouvoir aller rayonner à l'étranger. Et ça suppose un équilibre et un savoir-faire très particulier parce que voilà, c'est le directeur de l'opéra ou le directeur ou la directrice de la danse qui organise ça, autorise individuellement un certain nombre de choses. On est attendu là-dessus. Mais il en va de même des œuvres d'art. Ça veut dire, si vous voulez, on a quand même des coffres remplis de trésors. Et je dis ça devant une éminente personnalité de la Bibliothèque nationale de France. Nos coffres sont remplis de trésors. Et donc, c'est bien de pouvoir les présenter sur le territoire national, parfois dans des musées ou dans des lieux scolaires, et puis bien évidemment hors nos frontières, parce que ça fait rayonner notre pays. C'est ce qu'on a fait, ce que vous faites dans un certain nombre de pays. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, si vous le permettez, parce qu'en fait, on est un peu... on ne suit pas votre... Bien sûr, c'est une conversation entre vous. Voilà. Non, c'est pas une conversation entre nous, c'est une conversation entre nous, hein, je veux dire. Mais c'est que c'est le ballet qui est ce représentant.
Alors, pour des raisons multiples et variées, en tous les cas, je pense que, et je rejoins tout à fait ce que tu indiques là, l'énorme succès que remporte le ballet, non seulement dans ces maisons, mais également à l'étranger, a suscité cette espèce de considération de la danse au sein de l'opéra, au point que le moment venu, on est même imaginé que le Palais Garnier, comme on l'a appelé à ce moment-là, devienne consacré exclusivement ou pratiquement exclusivement à la danse. On en parlera en effet tout à l'heure, mais On peut anticiper par... sur les ballets, justement, sur les tournées, pardon, comment est-ce que c'était perçu de l'intérieur C'est-à-dire, est-ce que les danseurs ont conscience de ce rôle qu'ils jouent? Ah, mais les danseuses ont toutes les consciences du monde. Je crois d'abord c'est eux qui mènent le bal, hein, finalement, quelque part. On est à l'écoute. Dans l'idéal, chacun doit être à l'écoute de l'autre. Et je crois qu'une fois qu'on a dit que c'était très fatigant, qu'on était épuisé, qu'on avait mal aux pieds, qu'on s'en sortirait jamais, on est ravis d'y aller. Les gens sont très très contents d'y aller. Et ce que je peux vous indiquer aussi, c'est que je citais Maurice Béjart, qui n'aimait pas la maison mais qui adorait y venir. Une compagnie est vraiment vivante. Alors lui a rajouté quelque chose qui n'est pas tout à fait notre cas, quoique il y a une très très grande ouverture depuis quelques années. Il fallait qu'il y ait beaucoup de nationalités, qu'il y ait plusieurs nationalités et qui tournent beaucoup. Alors nous, c'est pas tout à fait notre cas, mais on a d'autres choses qui nous caractérisent. Peut-être sachez pour compléter ce tableau que effectivement le patrimoine de l'Opéra de Paris a été exposé il n'y a pas très longtemps au Japon. Et c'est vrai qu'on voit l'attrait international à la fois pour le Palais Garnier comme lieu, parce qu'en fait, à l'international, l'Opéra de Paris est vu essentiellement au travers de ce bâtiment. Et en 25 ans de carrière maintenant, la seule exposition itinérante qu'on ait faite qui a voyagé, c'est cette exposition sur les relations entre l'Opéra de Paris et les arts. Donc vous voyez cet attrait, et effectivement, ainsi le patrimoine a aussi contribué à ce rayonnement de la politique française et aussi au rayonnement de ce théâtre. Moi, je regarde toujours devant, je n'ai jamais de nostalgie, mais par rapport à la conjoncture internationale dramatique dans laquelle nous sommes placés en ce moment, j'ai vécu une période où il y avait une forme d'unité entre notre stratégie diplomatique et la politique culturelle. Parce que c'était essentiel, si vous voulez, pour être à notre manière, à notre mesure, en restant modeste, des artisans de paix. C'est absolument essentiel. Regardez la violence permanente qu'il peut y avoir parfois face à un certain nombre de créations contemporaines, dans le domaine de la mise en scène, dans le domaine de la danse, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du théâtre et de la musique. Eh bien, se faire le chantre de cette espèce de dialogue possible, c'est-à-dire de fierté de notre patrimoine, de notre histoire, de nos racines, mais aussi d'avoir la volonté forcenée, non pas par modernisme absolu, mais de l'ouvrir à un certain nombre de créateurs, à des éléments de diversité, parce que c'est absolument essentiel. J'ai vécu, moi, la période de la Convention de l'UNESCO sur l'égale dignité des cultures du monde. Aujourd'hui, quand on se réveille le matin, on a l'impression que c'était il y a plusieurs siècles. Or, c'était hier. Et donc, cette mission, j'allais dire, diplomatique de nos artistes, elle est absolument essentielle, et surtout dans la poudrière actuelle. Et leur langage, leur liberté, le maintien de cette liberté, c'est absolument essentiel, quoi qu'il puisse en coûter. Et parfois, vous le voyez bien dans l'actualité, qu'on est amené à être sacrément à la manœuvre parce qu'il y a des remises en cause fondamentales. Donc, cette mission des artistes, c'est aussi l'image de notre pays. Et cette ouverture d'esprit qui peut toujours être menacée, il faut qu'on y prenne garde, qu'on la protège. Et de ce point de vue-là, les artistes et celles et ceux qui les font vivre, l'ensemble des équipes, parce qu'un lieu de culture ne se résume pas aux artistes, même s'ils en sont la cheville ouvrière et l'âme, tous ceux qui participent de cette stratégie et de ces priorités sont aujourd'hui des acteurs de paix, tout simplement parce que cette paix, ce respect, cette liberté, elle est parfois menacée.
Alors, on va un petit peu remonter dans le passé quand même, toujours sur cette question du Palais Garnier comme vitrine du pouvoir, parce que je pense qu'on ne serait pas complet si on n'abordait pas cette période de la construction, 1875. Et finalement, on s'aperçoit que ce palais a été construit pour des raisons politiques. Mathias Auclair, depuis ses origines, le Palais Garnier, est-ce qu'il n'a pas été conçu pour mettre en scène finalement la représentation du pouvoir? Sauf qu'à l'époque, c'était bien sûr sous le Second Empire. Alors en fait, si on essaye de chercher les origines de la construction de ce bâtiment, il faut aller au XVIIIe siècle avec l'incendie de la deuxième salle du Palais Royal qui accueille à l'époque l'opéra, l'emplacement de l'opéra du Palais Royal actuel. On est en 1781 et à la suite de cet incendie, les Lumières réfléchissent à la question du bon emplacement d'un bâtiment d'opéra dans Paris. Jusqu'à présent, l'opéra a occupé des salles soit de jeux de paume, soit des salles d'opéra au sein de palais royaux. Et ce sont toujours des lieux qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Et donc, le projet des Lumières, c'est de rendre l'opéra visible. Il n'y a pas de volonté politique. Ça n'est pas pour faire briller le prince. C'est vraiment une idée de l'urbanisme. C'est qu'un bâtiment d'opéra structure l'espace urbain, doit structurer l'espace urbain, et aussi que Paris, qui est en train de devenir au XVIIIe siècle vraiment la capitale du monde, le phare absolu de l'Europe, doit avoir un grand bâtiment d'opéra qui va concentrer à la fois les regards et l'urbanisme. Et ce qui est assez intéressant dans le projet du Palais Garnier, si on le replace dans cette période longue, c'est que finalement, Napoléon III réalise un vieux projet des Lumières, puisque ce projet avorte en raison notamment de la Révolution, même si un certain nombre de très grands architectes proposent des plans pour un opéra, soit du côté des Tuileries, soit du côté de la rue de la Paix, ou du boulevard des Capucines, où nous sommes maintenant. Et il y aura tout au long du premier 19e siècle des tentatives de proposer de nouvelles architectures, un nouveau bâtiment pour Paris. Et c'est Napoléon III qui décide sa construction, vous le savez sans doute, à la suite d'un événement malheureux qui se passe rue Le Pelletier, c'est-à-dire l'attentat qui est perpétré par Orsini et ses complices contre Napoléon III et Eugénie. Pardon, juste la rue Le Pelletier, c'était l'ancien opéra. Voilà, à peu près au niveau de la mairie du 9e arrondissement actuel, qui était d'ailleurs une salle provisoire qui avait été construite à la suite de l'assassinat du duc de Berry, salle Montpensier, autre salle qui se trouvait face à la Bibliothèque nationale actuelle. Donc vous voyez, l'opéra était un endroit très dangereux pour les rois, les empereurs, les familles royales. Comme autre exemple, on peut donner Napoléon Ier qui avait été victime de l'attentat de la rue Saint-Nicaise en se rendant lui aussi à l'opéra. Donc il fallait absolument construire un nouveau bâtiment qui garantisse la sécurité de Napoléon III. Et donc dans le cahier des charges, il y a le fait que l'architecte prévoit pour Napoléon III, son épouse et sa suite des espaces particuliers avec toute une série d'aménagements qui le protège notamment d'attentats. Voilà, et donc effectivement, le Palais Garnier est une décision politique. Son emplacement est lui-même très politique. Il est relié au Palais du Tuileries par la grande avenue qui est aujourd'hui l'avenue de l'Opéra. Donc il y a ce lien très très fort entre le lieu du pouvoir qui est les Tuileries et l'Opéra qui est le lieu des plaisirs. Et après, il y a toute cette histoire qui est comment la République récupère le projet impérial, c'est-à-dire que Napoléon III soutient évidemment dans un premier temps la construction, ensuite décide que la construction de ce bâtiment n'est plus sa priorité, mais que c'est l'Hôtel-Dieu qui est sa priorité. Donc on voit là Charles Garnier ramer pour essayer de continuer la construction. Ensuite, Sedan. Tout se ligue contre le Palais Garnier. L'opinion est plutôt défavorable à ce bâtiment qui passe pour être finalement
la verrue, ou en tout cas les restes d'un régime qui est terminé. Et ce qui est tout à fait frappant dans l'inauguration de 75, commémorée par le très beau dessin de taille que vous pouvez voir actuellement dans l'exposition et qui est dans les collections du musée d'Orsay déposé au château de Versailles, c'est qu'on voit la fierté nationale qui a repris, cette fierté d'une France qui était vaincue par l'Allemagne, mais qui a quand même réussi à terminer ce bâtiment et à le représenter à toute l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a toujours dans la tradition française l'importance de la décision d'un chef d'État sur le plan des grands investissements culturels. En l'occurrence, ça a été évidemment Napoléon, mais dans l'actualité beaucoup plus récente, vous avez vu, et ça génère des polémiques, et ça légitime à ce moment-là des arbitrages. Ce qui s'est passé pour l'Opéra Bastille, qui a été lancé dans les années 81, dans le premier septennat de François Mitterrand, puis il y a eu la cohabitation entre 86 et 88, et à ce moment-là, le Premier ministre se posait un certain nombre de questions. Le ministre de l'économie et des finances s'en posait beaucoup. Le ministre de l'économie et des finances était Édouard Balladur. Le Premier ministre était Jacques Chirac. Le projet de la Bastille a été presque annulé et François Léotard, qui était ministre de la Culture, l'a confirmé. Et ensuite, le projet a vu le jour et s'est ouvert comme chacun sait. Dans un domaine qui n'est pas l'Opéra Garnier, mais qui est celui quand même de la musique, c'est exactement ce qu'on a vécu avec Laurent Bell pour la Philharmonie de Paris, où cette décision prise par Bertrand Delanoë, maire de Paris, et par votre serviteur et le président de la République, Jacques Chirac, a été un peu en balance juste après la nouvelle élection présidentielle. Et François Fillon voulait supprimer la Philharmonie de Paris, et c'est Nicolas Sarkozy qui a confirmé le projet. Donc, de tout temps, au fond, les grands investissements culturels, c'est un peu la tradition française. On est certes une république, certes une démocratie, mais les décisions culturelles majeures, elles sont prises par le chef de l'État, qu'il s'agisse d'un empereur ou qu'il s'agisse d'un élu du suffrage universel, comme c'est le cas maintenant. Et ce que vous rappelez aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a un projet urbanistique qui accompagne la création de ces grands établissements culturels. Hein, qui est très discuté en même temps. Oui, et ce sont des arbitrages. Vous savez, quand vous êtes ministre de la Culture, vous avez sur vos épaules un espèce de petit slogan qui vous oblige à être hyperactif. Quand on parle de recherche, on dit que c'est un investissement. Quand on parle de culture, on dit que c'est une dépense. Voilà. Donc quand vous avez ça sur les épaules, vous êtes obligé de vous battre comme un lion pour faire comprendre les répercussions, bien sûr culturelles et artistiques, mais aussi économiques et sociales des investissements culturels. Donc oui, ce sont des vraies batailles de priorité, parce que voilà, quelles que soient les discussions, et chacun peut avoir son point de vue, jusqu'à présent, on a quand même maintenu à un niveau très élevé la priorité culturelle dans le budget de l'État. Alors, rien n'est parfait, tout est toujours perfectible et peut être remis en cause, mais ce sont quand même des réalités, parce que ces investissements, évidemment, il faut les financer. Est-ce que vous avez des souvenirs justement de choses concrètes que vous avez faites à l'époque où vous étiez ministre de la Culture pour le Palais Garnier ou l'opéra de manière plus générale? D'abord, j'ai un souvenir très sympathique, et je pense à eux trois d'ailleurs, avec lequel j'ai été amené à travailler, avec Hugues Gall, avec Gérard Mortier et Nicolas Joël. J'ai beaucoup travaillé avec Gérard Mortier parce que nos périodes ont vraiment coïncidé. Et quand il venait me voir pour me parler de ses projets, il considérait que le ministre de la Culture, c'était avant tout un financier. Et je disais à Gérard, mais Gérard, ok, mon conseiller a vu ça avec tes équipes, donc voilà, on terminera notre réunion sur ces sujets-là, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me parliez de vos projets, des créations, des futures polémiques qu'il faudra que nous gérions et qu'on gérera ensemble. Voilà, donc j'essayais de lui expliquer que
cette réalité, elle n'était pas que financière et il fallait aussi pouvoir soutenir les créations qu'il faisait. Et un autre souvenir, alors j'ai rien apporté, mais on m'a laissé assister à la nomination d'un danseur étoile, ce qui d'habitude ne se fait jamais en présence d'un ministre, parce que ça c'est la prérogative du directeur de l'opéra et du directeur ou de la directrice de la danse. Et ou l'un et l'autre, enfin tu vas nous expliquer comment ça se passe. Et donc, on le sait. À la fin d'un spectacle, Hugues Gall me dit Renaud, restez parce qu'il va y avoir, je vais nommer. Avait dit avant. Un danseur étoile, voilà. Et donc j'ai assisté à ce moment absolument extraordinaire. Donc non, j'ai été comme ministre, je n'ai pas pris de décision structurelle majeure concernant l'Opéra Garnier. Je n'ai pas été constructeur puisque l'Opéra Bastille était déjà fait. Je l'ai été dans plein d'autres domaines à ce moment-là, à Lens, à Abu Dhabi, etc., mais pas concernant l'Opéra Garnier lui-même. J'ai essayé d'être un bon défenseur des intérêts de l'opéra. Voilà, c'est tout. Mais souvent à l'opéra, à l'intérieur, on entend « Ah, c'est le ministère, ah, le ministère ». Je suis désolé de dire ça, mais c'est ce qui se dit beaucoup. « Ah, le ministère, ah, ben c'est à cause du ministère ». En fait, on pense pas. Moi, je le savais parce que j'avais été un peu dans l'administration, un petit peu de la culture. Mais en fait, c'est pas le ministère, c'est les ministères. C'est-à-dire qu'il y a le ministère et à Bercy, hein, et monsieur le ministre et le ministre de la Culture et de la Communication. Et je crois avoir compris, là je ne me substitue pas à vous, mais je crois avoir compris qu'il y a eu parfois, tu l'as dit avec beaucoup de non pas de légèreté, mais de diplomatie, qu'il y a eu des grandes luttes qui ont eu lieu entre vous-même, monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, et Bercy, pour aller vite. Oui, mais ça c'est, j'allais dire, assez classique, parce que c'est la bataille des priorités et qu'il faut toujours les faire reconnaître. Moi, j'ai vécu une période très particulière parce qu'il fallait faire reconnaître dans le champ économique la spécificité du travail des artistes et des techniciens. Ça vous paraît très ancien, mais moi, quand j'ai pris mes fonctions en 2004, tous les festivals, toutes les grandes manifestations culturelles étaient paralysées par des grèves, par des interpellations. Et il a fallu, et ça a été vraiment mon travail, de faire comprendre à l'univers économique les spécificités du monde de la culture. Et aussi au monde de la culture, de leur faire comprendre qu'il fallait quand même qu'il y ait un certain nombre de règles et de contrôles. Donc oui, ça a été des vraies batailles et des moments très particuliers où il faut, avec diplomatie, être un vrai combattant. Traditionnellement, sur le budget, ça évidemment, il faut l'être, mais sur cet autre aspect qui était à l'époque une immense priorité, ça a été un travail très en continu pour faire comprendre cette spécificité. Voilà, on n'est pas si loin que ça, en fait, de l'Opéra Garnier et des artistes, parce que beaucoup de compagnies qui se produisent ici, lorsqu'elles sont accueillies, d'orchestres, lorsqu'ils sont accueillis, eh bien, lorsqu'ils sont français, qu'ils sont résidents français, reposent pour leur activité sur ce dispositif. Oui, et parfois il y a souvent des solidarités syndicales qui se manifestent quand il y a des problèmes à l'extérieur. Eh bien, à l'opéra, il y a des sortes de solidarité. Après, on peut les discuter, mais en tous les cas, elles existent. Et vous, quel est votre souvenir en tant que directrice du ballet, peut-être de relation avec le pouvoir? Est-ce que le fait d'avoir travaillé auparavant au sein de l'administration a été un atout? Alors d'abord, je suis directrice de la... Enfin, je le suis plus, je vous rassure, hein, mais j'étais directrice de la danse. Et pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas comment dire directrice de... C'est directrice de la danse, il y a un côté beaucoup plus large, d'une certaine manière. La danse est tellement multiple. Ça permet aussi cette ouverture que j'ai continuée. Vous savez, on a tous l'impression, les directeurs ou directrices, quand nous arrivons, qu'on invente des choses. En fait, moi, je me suis beaucoup appuyée sur ce qui existait déjà auparavant et sur des choses qui se devaient, tu en as parlé un peu tout à l'heure, non pas de ce que je faisais, mais de ce qui devrait nous préoccuper. C'est à la fois de ce qui s'est passé avant et aussi de savoir
comment on peut transformer les choses en continu. C'est-à-dire que personne n'est parfait. Et j'avais donc, moi, cette façon de faire. Je suis arrivée à un moment très, très particulier. Mais là, j'ai embêté tout le monde. Mais c'est quand même quelque chose qui a été très, très fort dans notre maison, dans ces maisons. C'est ce qu'on appelle le drame de Séville. Alors, le drame des Sévilles, je ne vais pas faire une interro, mais enfin, le drame de Séville, ça a été effectivement quelque chose de dramatique, puisqu'une choriste a perdu la vie. Et ça s'est passé effectivement à Séville. J'ai essayé d'être brève. Et il y avait un décor qui devait plus ou moins jouer, comme on dit dans le métier. Et on a demandé à des choristes, ce qui est très très courant, d'aller sur un pont qui ne devait pas jouer normalement. Et bon, il y a eu une chute et ça a été quand même dramatique, effectivement. Et à partir de ça, vous savez, il suffit de ça, parfois dans les maisons, et paf, tout le monde est parti. Que ce soit Georges-François Hirsch, que ce soit Philippe Bellaval, que ce soit je ne sais plus qui. Et c'est là que moi, je fais partie de ceux qui ont été rappelés pour être d'abord administratrice générale. Il a fallu affronter ça. Il a fallu affronter aussi un organigramme complexe. Mon mari dit parfois beaucoup de chefs, pas beaucoup d'Indiens, finalement. Et c'était un peu le cas. Mais on essayait malgré tout, sous la houlette de Jean-Paul Cluzel, avec comme président, j'avais dit que ce serait long, avec comme président Pierre Berger qui mettait tout son cœur, vraisemblablement. Chacun y allait, voilà. Cette force présence de la volonté du président que Bastille marche, mais Garnier devait continuer à marcher. Il y a eu vraiment toute une espèce de moment avec des gens de grande qualité, pas simplement pour avoir l'air aimable, mais je veux dire qu'il y avait des gens de très très grande qualité, mais les choses n'étaient pas vraiment mêlées comme elles devaient l'être. Ça, c'était difficile d'arriver là. Le ballet, c'est une force énorme. Le ballet, ils ont la classe du matin, enfin... Ça continue quand même. La classe du matin, les répétitions. Je me rappelle de Laurent Hiller qui me disait, et c'est pas du tout méprisant pour un danseur. Un danseur qui a fait une bonne classe, il est content pendant toute la journée. Mais c'est pas faux. Mais en même temps, ils vont bien évidemment au-delà. Il a fallu affronter tout ça, affronter ce qu'il y a d'énorme dans une grande maison comme celle-ci, le départ de tous les gens qui partaient de Garnier à Bastille. Et avec je sais pas qui l'a vécu, enfin certains l'ont vécu ici, mais avec ce qui se disait, était-ce vrai que c'est pu être dit, ça aurait été une erreur folle, que les bons partaient à Bastille et les autres restaient à Garnier. Vous vous rendez compte? Il restait beaucoup de personnes, tant de l'administration que surtout de la technique. Il a fallu vraiment voir comment on pouvait être ensemble, quoi. Parce que c'est une maison absolument, enfin je vais pas m'écrouler, mais c'est une maison extraordinaire. C'est une maison qui est, faut pas. D'ailleurs, on dit maison, on a raison, mais c'est surtout pas notre maison. C'est pas non plus la maison du peuple, mais c'est aussi une maison qui appartient. Je veux dire, on a parlé, il appartient pour les magnificences, on l'a vu tout à l'heure. Il appartient aussi à un public plus populaire. Mais tout ça est extrêmement mêlé, et il a fallu affronter ça. Et en plus, en ce qui me concerne, avec des danseurs, et Isabelle Platel qui est là et qui ne me dira pas le contraire, parce qu'elle me l'a dit il n'y a pas longtemps, me dit quand tu es arrivé, on était tous comme ça. Tu me l'as dit. Voilà. Donc il a fallu quand même affronter tout ça et surtout faire le mieux possible et avec. L'articulation là entre le pouvoir politique et l'Opéra Garnier, c'est pas uniquement d'être pourvoyeur de moyens, c'est évidemment important, mais c'est d'être le garant de la liberté de création, d'expression. Moi, j'ai été amené à apporter, je n'avais pas besoin parce qu'il aimait la castagne et d'une certaine manière la provocation, à défendre publiquement un certain nombre des choix artistiques de Gérard Mortier. De la même manière, Brigitte n'a pas été attaquée particulièrement dans sa programmation, mais elle a été très novatrice. Et c'est là où il y a une espèce d'articulation très compliquée, c'est-à-dire que le ministre ou le ministère n'a aucun droit ni pouvoir en matière de programmation. Et par ailleurs, au moment où on discute d'un budget, ou au moment où on choisit quelqu'un avec un profil,
avec un tempérament, un comportement, des priorités, des atavismes. Voilà, on lui donne les moyens d'exercer sa liberté et son talent. Et donc, c'est une articulation très particulière parce que il faut, avant toute chose, respecter la liberté de programmation, mais il faut aussi être cœur de mêlée. Ça veut dire qu'il faut avoir soi-même rencontré, éprouvé et vu beaucoup de choses. Le talent, elle ne va pas aimer que je dise ça devant elle, mais je dis ça aussi devant les danseuses et les danseurs qui sont là, de Brigitte, était d'être totalement au cœur de la compagnie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un soir, moi quand je me pointais sans avoir vraiment totalement prévenu, donc je ne cherchais pas d'ailleurs du tout d'égard protocolaire, mais la directrice de la danse, elle était là, non pas pour mes beaux yeux, mais uniquement ensuite pour dire aux danseurs et aux danseuses, ce soir tu t'es planté, ce soir c'était bien, etc., etc. Donc cette articulation entre le pouvoir politique, elle est très particulière parce qu'on n'est pas là pour programmer à la place de ceux qui ont été nommés, et pour autant, on est là ensuite pour soutenir ceux qui sont parfois attaqués, injustement attaqués ou attaqués parce que voilà, la liberté d'expression et de critique, elle existe dans notre pays. Donc c'est un truc assez compliqué. Je me souviens un jour, et je terminerai là-dessus, d'un spectacle. Là, c'était pas un spectacle de danse, même s'il y avait des aspects chorégraphiques dans la danse. Et je me suis pris un article au vitriol dans un éminent journal de notre pays, parce que face à des scènes, entre guillemets, un peu scandaleuses, je n'avais pas quitté le spectacle et que, deuxièmement, j'avais applaudi à la fin du spectacle. Donc, voilà, on considérait que... Voilà, on attendait que je sois un censeur. Mon rôle et le rôle du pouvoir politique par rapport aux lieux de culture, c'est de garantir leur rayonnement et leur liberté. Vous venez de parler de censure, justement. Alors, on est bien d'accord que c'est pas parce que le ministère subventionne que, en retour, il doit mettre son nez dans les choix artistiques. Est-ce qu'il y a eu des cas, quand même, Mathias Auclair, de censure, peut-être, au Palais Garnier depuis sa création ? De toute façon, il y avait une organisation de la censure très formelle, et il y avait effectivement il y a eu de la censure au XIXe siècle, bien entendu. La petite anecdote que je peux peut-être vous raconter, c'est du temps de Malraux, ce qui n'est pas un temps si éloigné, où le ministre ne programmait pas, mais quand même s'intéressait d'assez près à la programmation du théâtre. Et par exemple, vous avez tous entendu parler de cette entrée de Carmen au répertoire de l'opéra en 1959, le grand spectacle de la Ve République. C'est une décision qui a été prise de concert avec le pouvoir politique. De la même façon, Malraux a eu des différends avec un directeur de l'opéra sur une mise en scène de Péléas et Mélisande de l'opéra comique, et le directeur de l'opéra n'est pas resté. Donc vous voyez, il y avait quand même ça allait assez loin, l'intervention du pouvoir politique. Ça ne veut pas dire que le ministre était programmateur, mais le ministre s'intéressait d'assez près aux affaires artistiques du théâtre, et de temps en temps, il y avait un différend qui allait jusqu'à la mise à l'écart du directeur. Ouais. Non. Je pensais à André Malraux. Quand on parle de pouvoir politique, c'est quand même André Malraux, ça c'est pas un scoop, qui a changé le plafond de l'opéra. Et là, j'en parlais avec Martine Kahn, et on n'était pas sûr, même elle n'était pas sûre, ça m'a rassurée quand même. Mais je crois que Monsieur Malraux avait vu le travail qu'avait fait Chagall pour le ballet. Je suis obsédée par le ballet, direz-vous, mais en tout cas c'est le cas, de Daphnis et Chloé. Merci. Elle n'a pas pu me le dire. donc il voit Daphnis et Chloé avec les toiles de Marc Chagall. Ça super, on comprend. Et c'est là qu'il va commander le fameux plafond. Dans la période récente, moi je considère que le rôle du ministère et le rôle de l'État, c'est de garantir cette diversité. C'est-à-dire de faire en sorte que les éléments de notre patrimoine, et je ne parle pas uniquement du patrimoine architectural, mais du patrimoine des créations musicales, d'opéra, de concerts, de ballets, soient préservés.
C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui à l'école de danse, où les danseurs eh bien, sont à la fois formés pour interpréter les grands rôles du patrimoine chorégraphique de notre pays, mais le talent et l'exception peut-être un peu française, c'est d'avoir cette capacité aussi à être les interprètes de la création. Et Brigitte, tu y as veillé particulièrement à cette forme d'équilibre. Et je pense que c'est vraiment la mission des responsables des lieux et la mission d'un ministère de veiller à cette espèce de dialectique, c'est-à-dire qu'on soutienne et qu'il y ait des commandes et qu'il y ait des créateurs et qu'ils fassent irruption. Et puis parfois ça fait gueuler les créations, mais enfin je veux dire, ensuite elles s'inscrivent dans le paysage. Moi j'ai vécu les colonnes de Buren, ça je vais vous raconter cette anecdote parce que c'est quand même assez extraordinaire. Donc entre 86 et 88, j'étais un collaborateur de François Léotard, et puis ensuite je deviens, quelques années après, ministre. Il y a un journaliste qui vient m'interviewer et je lui reparle de la polémique et des trucs sur les colonnes de Buren. Et il sent que finalement je trouvais que c'était très bien et que voilà, ça s'était inscrit dans le paysage. Et là, j'ai scellé mon arrêt de mort et j'ai eu un papier absolument épouvantable parce qu'il me dit, au fond, vous n'allez pas être un ministre de droite. Ah, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, je m'en fous, j'ai des convictions politiques, je suis un élu du suffrage universel, j'ai une formation politique dont je suis très fier et que je défends. Mais c'est sûr que mon atavisme, et je ne serai pas, entre guillemets, un ministre de droite par rapport à un ministre de gauche, etc., c'est pas le sujet. Le sujet, c'était pour moi d'ouvrir, de garantir cette ouverture et cette diversité. Il y a 20 ans, c'était facile. C'était des temps heureux de ce point de vue-là. Aujourd'hui, c'est encore plus stratégique et encore plus nécessaire. Et donc, cette articulation, elle est de veiller à ce que notre histoire soit respectée, notre fierté soit célébrée, et qu'on arrive et qu'on accepte de se faire décoiffer par toute une série de nouvelles énergies qui sont parfois difficiles à comprendre, dont il ne faut pas accepter n'importe quoi, mais dont il faut avant tout garantir la liberté, parce que ça, c'est quand même pour le moment notre spécificité. Et ça, c'est le rôle qui peut être parfois menacé, parce que, voilà, on a le droit aussi d'avoir des goûts. Ça veut dire que... J'ai essayé de convaincre 1 ou 2 fois le président Chirac de venir assister à un certain nombre de concerts de musique classique, et à ce moment-là, il me répondait... Écoute, alors là, tu choisis un moment où je suis en Afrique et tu demandes à Bernadette de me représenter. Voilà. Bon, donc, c'était pas évident. Il y avait des domaines dans lesquels il avait des goûts très, très, très précis, notamment liés aux arts premiers, liés à des musiques... si vous n'avez pas très aguerri, vous pouvez les considérer comme un peu difficiles, mais bon, c'était un atavisme. Alors, il a pris quand même des décisions qui était le reflet de ses goûts personnels. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, ça a été une décision qu'il a assumée, de la même manière que la présence au sein du Louvre, dans le pavillon des sessions des arts premiers, ou la rénovation que nous avons faite ensemble du département des arts de l'islam dans la cour Visconti du Louvre. Donc oui, c'était des convictions, mais c'était des convictions pour faire respecter une forme de diversité et de pluralisme. Je voulais me permettre de dire, on parle du pouvoir politique et l'opéra. Moi, j'avais envie d'évoquer très rapidement le pouvoir politique de l'opéra. Par exemple, vous parliez de l'école de danse. Alors, d'abord, je parle beaucoup de danse, même si j'aime beaucoup l'opéra et les opéras. Mais c'est tellement juste que tu viens de dire, Renaud, par rapport à cette école de danse. Moi, je l'aime profondément, depuis toujours, d'une certaine manière. Plus que jamais. C'est pas uniquement parce qu'Elisabeth Platel qui a failli me tuer quand je suis arrivée, mais enfin, après, nous avons avancé. Bon, voilà, c'est pour rire. Mais ce que je trouve extraordinaire dans cette école, maintenant, en tous les cas, c'est qu'on a une école qui est très stricte, qui est en même temps très ouverte, j'allais dire bienveillante, ce fameux mot à la mode, mais il est bienvenu quand même d'être bienveillant. Et puis, quand ils sortent de cette école, on peut se dire, bon, mais ils ont travaillé, oh, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Mais on a travaillé des danses classiques, les rudiments et tout ça. Et puis, moi, ça m'est arrivé souvent j'allais dire, jeter en scène des élèves qui sortaient de l'école de danse dans des œuvres extrêmement contemporaines, très difficiles à faire. Les gamins, ils y vont carrément, quoi. Ils sont prêts. L'excellence est là.
Et l'excellence que je trouve formidable dans cette maison, c'est que la modernité, tu l'as abordé aussi, elle est prête à naître. Elle est prête à naître. Après, elle est plus ou moins reçue, elle est discutée. Est-ce que c'est une maison, je ne sais plus combien de personnes maintenant, ils sont assez nombreux avec les 2 théâtres et tout. Chacun a son avis, hein. Chacun discute. Mais après, faut pas qu'on touche au lieu. C'est une espèce de solidarité. Mais quels que soient les débats et autres, c'est une maison qui est prête à la modernité, qui l'assume quasiment production après production quand elles sont sollicitées. Il y a encore beaucoup à faire, hein. Il y a beaucoup de choses, tout n'est pas fait, tout n'est pas présenté, tant mieux, parce que voilà. Mais c'est une maison qui est finalement, qui est une académie moderne, en fait. Bon, voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais Tout à l'heure, vous parliez de maison et vous avez dit, ça m'a frappé, ce n'est pas notre maison, mais ce n'est pas non plus la maison du peuple. Et pourtant, le fait que ce soit tellement visité, 1,5 million quasiment par an, est-ce que ce n'est pas finalement le signe que la nation s'est approprié ce palais de la même façon que la République a finalement s'est approprié ce palais? Oui. Non, mais vous avez raison, eu tort de dire ça. C'était pour le plaisir de... J'ai associé maison du peuple et tout. Non, c'est une maison qui est ouverte. J'ai parlé tout à l'heure, je parlais effectivement de ces grandes visites, qui a peut-être moins lieu, qui sont peut-être remplacées maintenant par la Générale pour les jeunes, par tout ça. C'est une maison qui est ouverte. Mais c'est pas maison du... C'est la maison. C'est une maison qui est ouverte. Tout a été fait pour que ça le soit. Et que ça continue à l'être. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, je continue de le revendiquer, ce sera sans doute jamais assez. Alors on parle toujours des prix des places, mais on ne parle pas de tout le travail qui est là, qui a été accentué. D'ailleurs, il y a, avec Alexandre Neve, Gérard l'avait amorcé, Hugal l'a quasiment créé. Donc tout ça, c'est une continuité et c'est lié aussi à... Parce qu'on parle de politique, mais il y a aussi un aspect sociétal, en fait. L'opéra, c'était la société aussi, hein, ça dépend quelle société. Mais là, on s'adresse à toutes les sociétés, enfin on essaye. Donc c'est la maison du peuple. Non, mais pour rebondir, il y a encore beaucoup trop de gens dans notre pays face à un lieu de culture, quel qu'il soit, un théâtre, un opéra, un musée, qui se disent « c'est pas pour moi ». Et donc, faire rentrer les gens, voilà, ça commence évidemment, c'est stratégique à l'école, mais c'est aussi dans toutes les opérations hors les murs. Alors, je vais profiter de cette conférence pour vous transmettre et m'aider à la faire aboutir une idée que j'ai au moment où les travaux de la Bastille, notamment, vont démarrer, mais ça peut concerner aussi bien Garnier. C'est, au fond, juste avant la fermeture pour travaux, de faire des grands sons et lumières à l'intérieur des bâtiments. Des opérations complètement portes ouvertes, parce que comme il fait nuit, parce que c'est des lieux fermés, donc ça peut être 24 heures sur 24, et de faire en sorte que, comme au moment des journées du patrimoine, eh bien que les citoyens puissent découvrir gratuitement l'intérieur d'un lieu pour tout simplement peut-être ensuite avoir envie d'y revenir et de montrer toute une série d'images de ce qui a été réalisé, parce qu'il y a encore trop de gens qui se disent « c'est pas pour moi ». Et les opérations hors les murs que vous avez faites, soit avec les danseurs de l'opéra, parfois c'était une forme de manifestation pacifique parce qu'ils avaient des cris qu'ils avaient envie d'exprimer. Parfois c'est d'autres compagnies. Regardez ce qui s'est passé avec JR sur l'échafaudage. C'était un moment absolument magnifique parce que c'est une maison qui s'ouvre sur l'extérieur, ce que vous faites quand vous allez dans les écoles faire toutes les missions pédagogiques nécessaires. Donc on a malheureusement encore ce défi, c'est-à-dire que les lieux, les gens ne se les approprient pas suffisamment. Voilà. Et c'est au fond, on le dit, puis on n'arrive jamais vraiment à bien le faire, c'est dès l'école qu'il faut faire en sorte que voilà, ce goût, cette ouverture puisse se répandre. Oui, je voulais ajouter que... Applaudissez, ministre. Je voulais ajouter que la question de la démocratisation de l'opéra est vraiment une vieille lune. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ces idées sont aussi vieilles que l'opéra lui-même. C'est-à-dire que dès le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, on pose la question de l'accès de l'opéra à un public populaire, et qu'un certain nombre de réponses sont données par l'État, notamment avec les matinées gratuites la journée du 14 juillet,
avec toute la question autour de la retransmission des spectacles télévisés. Il y a un spectacle qui incarne ça, c'est Les Indes galantes, qui sont diffusés dans les années 50 par la télévision française. Tout un programme aussi qui est mené du temps du mandat de Rolf Lieberman, tout ce qui développe autour de l'opéra filmé avec le célébrissime Don Giovanni de Lauzet. Plus près de nous, les places pour les jeunes à 10 €, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Et c'est un sujet qui n'en finit pas, parce qu'effectivement, il y a ce sentiment que pas assez de gens profitent ou bénéficient des spectacles de l'opéra. Et à contrario, et ce qui nous rattache à ce bâtiment, c'est que nous, ce qu'on note aussi, c'est qu'un certain nombre de personnes ont un très fort attachement pour ce bâtiment sans jamais y être venus. Et ça, c'est vraiment très, très... On parle du Palais Garnier mythique. Il y a quelque chose de tout à fait étrange. L'immense amour qu'ont les gens à l'international pour ce bâtiment, sans jamais y être venus. Ils l'ont vu à la télévision, ils l'ont vu par des photographies, parfois simplement par de la publicité, avec des danseurs qui sont sur les toits et on leur vend un parfum, une écharpe. Et voilà. Et ils sont follement amoureux de ce bâtiment et sans doute aussi de l'institution. Donc c'est ça qui est assez curieux. Et il y a un petit tirage entre ce sentiment que l'opéra n'est jamais assez ouvert et en même temps l'amour qu'ont les personnes pour ce bâtiment, mais peut-être que finalement les deux, l'un s'explique par l'autre. Et ça suscite aussi souvent des réactions assez épidermiques. Alors, vous avez parlé du plafond de Chagall, donc, qui aujourd'hui est accepté, je pense, à l'unanimité, mais ça n'a pas été de soi à l'époque. De même, il y a la fameuse affaire des loges en 1995, quand il a été question de supprimer des loges, ça a suscité des réactions vraiment très, 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 très fortes. Pas 95. C'est pas Brigitte va se relancer dans son combat. Mais non, mais parce que on donne même vous lancez des dates qui ne sont pas juste 95, mais ça fait rien. Il y a quand même eu une histoire de loge. On est d'accord. Vous la datez de quand? Non, mais micro, non, c'est pas intéressant. C'est un peu entre nous là, quoi. Non, c'est une question de date. Simplement, vous dites que c'est plus tardif. C'est peut-être 2015, pardon. Voilà, c'est 2015. Moi, je suis. Ça, c'est mon côté, je sais pas quoi, mais voilà, c'est pas la bonne date. Il ne faut jamais oublier que Brigitte Lefebvre, elle est Scorpion. Donc, dès qu'il y a une occasion ou d'une erreur, d'une approximation ou d'un danseur ou d'une danseuse qui ne fait pas exactement ce qu'il faut, paf, voilà. Je te remercie beaucoup. Moi, c'est pas grave parce que moi, je suis poisson, donc si vous voulez, je vais plus vite que. Ascendant mayonnaise. Alors. Mais pardon, vous aviez raison, c'est 2015, autant pour moi. Pourtant, c'est une date, personnellement, que je devrais retenir. Vous avez parlé, monsieur le ministre, de liberté, beaucoup, au cours de ce débat. Il y a quand même un moment de l'histoire où cette liberté a été menacée, et je veux bien sûr parler des heures particulièrement sombres de l'occupation. Puisque le 23 juin 1940, quand Hitler est venu à Paris, sa première visite a été pour le Palais Garnier. Alors on en voit une photo d'ailleurs lors de l'exposition. Mathias Auclair, est-ce que vous pouvez nous parler de ce triste épisode ? Vous voulez que je vous parle de la visite d'Hitler à Paris ou de la question du Palais Garnier pendant l'occupation? C'est deux sujets différents, mais je vais essayer de faire une petite salade de fruits avec tout ça. Donc Hitler, comme vous le savez, vient à Paris, est venu une seule fois à Paris, en fait. Et il fait une visite éclair. Il visite un certain nombre de bâtiments, dont le Palais Garnier, qui est le premier bâtiment qu'il visite, et le seul dans lequel il rentre. Et donc il y a effectivement quelques photos de cette visite qui sont exposées dans notre exposition. Il y a aussi des extraits de films qui n'ont pas toujours été montrés par les actualités du Reich. Donc il y a notamment des rushs qui ont été pris dans le Palais Garnier qui n'ont jamais été diffusés, mais qu'on trouve en cherchant un peu sur le net. Et il y a quelques témoignages autour de cette visite, notamment de l'architecte d'Hitler qui est Speer, qui dit que
Hitler avait une grande vénération pour Garnier, qu'il connaissait parfaitement le palais Garnier, qu'il avait lu tout ce qu'il pouvait dessus, et que quand il est rentré dans le palais Garnier, il savait très bien où aller parce qu'il connaissait parfaitement les plans. Alors en fait, il y a deux sons de cloche, puisque d'un côté on dit qu'Hitler adorait le palais Garnier, de l'autre côté il aurait dit bon c'est pas mal, mais les Allemands peuvent faire beaucoup mieux. Donc vous voyez, il y a cette relation très ambivalente autour du palais Garnier. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ensuite les forces d'occupation ont utilisé le bâtiment à des fins de propagande. Et on tenait notamment un certain nombre de spectacles, souvent wagnériens, avec des compagnies allemandes. À l'époque, on considérait que les Français n'étaient pas assez bons pour jouer Wagner et que quand on voulait entendre du Wagner à Paris, il fallait faire venir des troupes. Non, au début, c'était des chanteurs allemands. Et ensuite, l'Institut allemand de Paris a souhaité qu'on infléchisse cette politique et que notamment les spectacles se passent avec aussi des chanteurs français, avec d'ailleurs des spectacles qui devaient être très étranges puisque les chanteurs allemands chantaient en allemand et les chanteurs français chantaient en français. Ça a dû faire des choses un peu étranges à entendre. Et en tout cas, le Palais Garnier est devenu le théâtre aussi des forces d'occupation qui venaient notamment voir de la danse. Parce que la danse, il n'y a pas de parole, et donc ça permettait de s'adresser à un public qui n'était pas forcément francophone, puisque à l'époque, tous les opéras étaient chantés en français à l'opéra. Et en matière de danse, je crois que 48% des ballets étaient... qu'il y avait 48% de ballets, ça, et nombre d'entre eux étaient chorégraphiés par Serge Liffard, qui était à l'époque maître de ballet. Oui, mais ça datait pas d'hier, ça datait pas de cela. Parce qu'il a joué un rôle, c'est d'un personnage qui a été à la fois adulé et controversé, et pas seulement pour ça, hein, mais il a porté indéniablement beaucoup à l'opéra. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin là je réagis simplement, ce qui s'est passé à l'opéra a été un peu aussi le fruit de ce qui s'est passé à la Comédie Française. Il y a d'ailleurs eu un très bon... On en parlait tout à l'heure, une de vos collègues qui a fait un article... Agnès Joubert qui a fait sa thèse sur la Comédie Française. Et on n'a pas ça à l'opéra. En revanche, je trouve ça très important qu'Alexander Neff ait permis qu'il y ait une plaque qui permet de faire savoir qu'il y a eu, à l'intérieur même de l'opéra, de manière plus ou moins affichée, parce que ça a été difficile, tant de camarades de la technique ou de l'orchestre qui ont été là, qui ont été résistants. Engagés dans la résistance. Oui. Après, pas s'il y a un quota, enfin, c'est ainsi. Je crois que c'est une période qui n'est pas facile, qui peut dire le contraire. Alors que, bien sûr, la personnalité de Serge Liffard était beaucoup plus controversée. Puisqu'il s'était à un moment vanté d'avoir accompagné Hitler pendant cette fameuse visite du 23 juin, avant de se rétracter. Alors moi je crois que je me retourne vers vous, parce que en fait, moi ce qu'on m'a toujours dit, mais enfin c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu des commissions d'épuration. Et que c'est à la suite d'une de ces commissions d'épuration que Serge Liffard est parti. C'est cela, hein, Mathias. Donc c'est quand même pas rien, quand même. C'est celui qui régnait en maître absolu, en maître de danse absolu, et qui avait... Voilà. Donc il a vécu ça, mais il est revenu après. Moi je me souviens, jeune danseuse, je me souviens l'avoir vu, et il n'y a pas eu de manifestation, parce qu'il y a vraiment une séparation, peut-être parfois, vous parliez de Céline l'autre jour, enfin, quand on en a discuté, il y a une séparation entre ce qu'il a apporté, il y en a qui n'aiment pas du tout ses chorégraphies, quoi qu'il en soit, on ne peut pas les nier. Hein. Et c'est vrai que moi j'ai participé à faire un hommage au chorégraphe, hein, avec un ballet que j'aime beaucoup, je ne suis pas la seule, il y a Mirage, je crois qu'il y avait Phèdre, je ne sais plus ce qu'il y avait, Suite en blanc. C'est des ballets qui font référence, si vous voulez, d'une certaine manière, notamment au néoclassicisme. Mais moi, j'étais pas dingue de ce qu'il a pu représenter pendant la guerre, tout en se posant beaucoup de questions sur comment nous aurions nous-mêmes agi dans ces moments-là. Et Monsieur le Ministre, est-ce que vous trouvez que la France a fait suffisamment un travail de responsabilité vis-à-vis de ses institutions culturelles? Je pense évidemment au fameux discours de Jacques Chirac sur la responsabilité de la France à l'occasion du Veldiv. Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment creusé, ou est-ce qu'il faut encore un petit peu de temps? Non, le temps est venu, et d'ailleurs le temps est vraiment venu, et c'est un travail qui a été fait. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, enfin même pas étudiant, lycéen ou collégien, 39-45, c'était quelque chose qui n'était vraiment que
pratiquement pas évoqué, sur lequel on ne travaillait pas, on ne réfléchissait pas, et voilà, il y avait comme une espèce de loi du silence. Cette loi du silence, elle est maintenant totalement dépassée, et la réalité de ce qui s'est passé par toute une série d'initiatives politiques a été mise en lumière. Voilà, il y a toujours ensuite des remises en cause. Comme Olivier Meyer qui est devant moi, je le dis en notre nom à tous les deux, puisque nos deux grands-pères étaient au tribunal de Nuremberg. Il y a eu des gens qui ont considéré après que ça avait été le procès de la guerre froide et qu'en fait on avait voulu, en désignant uniquement certains responsables, exonérer de responsabilité pénale toute une série de responsables. Donc cette histoire, elle est présente, il faut la faire vivre, il faut mettre les projecteurs sur ce qui a été noir, mettre les projecteurs aussi sur celles et ceux pour créer des émulations et des exemples qui ont sauvé des vies. C'est ce que nous avons fait au Panthéon avec la cérémonie pour l'entrée des Justes de France au Panthéon. Donc voilà, les pages sombres et les attitudes personnelles glorieuses, il faut les regarder avec beaucoup d'âpreté. Et puis, il ne faut pas non plus uniquement se complaire dans le passé. Le passé est absolument essentiel, mais moi, c'est mon obsession actuelle, c'est la France et le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire, elle doit être dans nos esprits, mais le plus important, c'est nos comportements, nos réflexes, la vie actuelle. Voilà, donc c'est un équilibre, peut-être c'est pas simple ce que je dis, mais il faut pas être uniquement esclave du passé. Le passé, il faut savoir le dénoncer avec force, mais il faut surtout cultiver sa propre réactivité aujourd'hui. Voilà, ça me semble une tâche qu'on peut tous ensemble partager, que les artistes, que les historiens, que les enseignants, enfin que chacune et chacun d'entre nous, dans nos spécificités, il faut le regarder avec lucidité. Qu'en pense l'historien ? Je pense qu'il y a effectivement encore un peu de travail à faire autour de l'histoire de l'opéra sous l'occupation. Il y a un certain nombre d'articles très importants qui ont été édités, notamment dans le cadre des colloques qui ont été organisés sur la vie culturelle sous l'occupation, des colloques qui ont été animé par Myriam Chimène, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Il y a encore beaucoup de travaux à mener. C'est une question éminemment délicate, parce que les archives ne sont pas forcément complètes, parce que ça nécessite une connaissance très très profonde d'un certain nombre de mécanismes. Il n'empêche que je suis tout à fait d'accord avec vous, l'histoire doit nous amener plus loin, elle doit nous donner une ligne de conduite. Donc je pense que il ne faut pas d'ailleurs séparer les deux choses. Je pense que la recherche historique, elle alimente totalement la manière dont on agit, et bien connaître son histoire, c'est aussi une manière d'agir. Et je pense qu'ici à l'Opéra, peut-être plus qu'ailleurs, on est dans un théâtre qui a plus de 350 ans d'histoire. L'histoire n'est pas un frein à la créativité et à une programmation ambitieuse. Elle est un terreau fertile, justement, à partir duquel on peut créer, et l'histoire est tout à fait importante. Et voilà, on n'en finit pas de découvrir. Alors sur la personnalité de l'IFAR fait partie de ces personnalités très complexes, à la fois majeures dans l'histoire de l'Opéra de Paris et dans l'histoire du ballet et dans l'histoire de la danse, pour la reconnaissance de la danse comme un art à part entière au sein de l'opéra. Effectivement, une personnalité extrêmement complexe dans ses rapports avec l'occupant, mais tellement complexe que sitôt qu'on l'a fait sortir de la compagnie, on a eu de cesse de le réintégrer, parce qu'en fait on avait besoin de lui. Et en fait l'IFAR est très vite réhabilité, parce qu'en fait on a besoin de lui pour remettre en place les structures du ballet après-guerre. Alors je vois que le temps passe très vite, et j'imagine qu'il y a des questions dans le public. Oui ? Puisque je suis Scorpion, je peux continuer.
Mais on n'a pas du tout abordé le moment où... parce qu'on peut pas parler de Garnier sans parler de Bastille. C'est vrai, non, on en a parlé à différents Non, à mais parce qu'il y a différents quand même moments. eu un moment où ça a été vécu que enfin, toute l'énergie devait se positionner sur Bastille, on peut le comprendre d'ailleurs, et donc que Garnier, c'était... Voilà. Donc on laissait le balai à Garnier, quoi. On laissait le balai à Garnier, et puis Bastille, c'était... L'art lyrique. Eh ben, c'était quand même... Voilà. Et finalement, ça a été modifié, fort heureusement. On a nommé quelqu'un... Il a été nommé, je ne sais pas, c'est pas toi, c'était avant, quelqu'un d'admirable, qui s'appelle Jean-Albert Cartier, dont on parle plus du tout maintenant, qui a été un excellent directeur de l'Opéra Garnier quand il y a eu cette scission. Et lui a dit quand même, ou lui a permis, le pouvoir politique lui a peut-être permis de faire, qu'il puisse avoir certains ouvrages dits de l'opéra baroque et également du ballet. Et ben ça marchait très très bien. Je me souviens, moi j'étais à la délégation à danse, je m'intéressais à ça. Après, il y a eu ce qu'on appelle les révolutions de palais, Garnier ou d'ailleurs, mais ça a été différent. Mais on a pu constater que le ballet remplissait, quoi, je veux dire, comme on dit vulgairement, ça remplissait, le public venait. Mais j'ai, pour ma part, beaucoup apprécié au moment où on m'a demandé de rejoindre, c'est que quand on a fait en sorte que la maison, c'était Garnier et Bastille, donc on dit parfois les maisons, mais la maison, c'est Garnier et Bastille, et que lorsque Hugal est arrivé, a décidé ou a convaincu le pouvoir politique d'appeler l'Opéra national de Paris, alors que la mairie de Paris ne donne pas un radis, mais un sou, pardon, ne donne pas de subvention. Eh bien, ça a été l'Opéra national de Paris, ce qui avait bien évidemment une façon de montrer les choses pour notamment les étrangers peut-être plus vastes, et qu'il a décidé, suite à un rapport qu'il a confié à M. Cerruti et également à Cyril Roger-Lacan. C'était un rapport très important. Je ne sais pas si il est toujours à consulter, parce que c'était vraiment... Où d'un seul coup, cette maison se mêlait complètement. Je me rappelle, on devait faire, nous, une cinquantaine de spectacles à Bastille. On avait à peu près 160 spectacles. Il y avait ce qu'on appelle le cahier des charges. Et on n'en a pas parlé. Et ça, le pouvoir politique, c'est quand même bien le cahier des charges. On ne va pas l'aborder maintenant, ce serait trop long. Mais n'oublions pas qu'il y a un cahier des charges. Et le seul moment où ça pouvait être vécu différemment, c'est au temps de Jacques Rocher, puisque Jacques Rocher payé par ses propres deniers, c'est lui qui payait les costumes et les décors et autres, donc il avait un autre type de relation avec à l'époque, l'opéra n'était pas un théâtre public comme aujourd'hui, mais voilà, c'était une exactement. concession. Donc le directeur, en effet, avait lui aussi un cahier des charges. Mais s'il le budget n'était pas équilibre, c'était sur ses deniers qu'il prenait. Il se trouve qu'il venait d'une famille particulièrement fortunée, donc il a mis des millions de sa poche. En tous les cas, moi je me souviens très bien quand j'étais avant au délégué à la danse, j'ai modestement mais activement participé à élaborer, pour le ministre évidemment, de ce cahier des charges. Au début, c'était très maximaliste. Heureusement que j'avais constaté au bout d'un moment qu'il fallait peut-être un petit peu baisser la voilure. Heureusement, parce que peu de temps après, j'en avais partiellement la responsabilité. Moi, je pense que la mixité de la programmation est une très bonne chose, c'est-à-dire que d'avoir évité la spécialisation totale, parce que ça aurait pu créer une forme d'endogamie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, de se dire que Bastille, lieu d'architecture contemporaine, eh ben on fait là les créations contemporaines, et puis Garnier, lieu patrimonial, emblématique, ce sont les ballets classiques, etc. Heureusement, on est sorti de cette espèce de typologie qui aurait pu être une sorte d'endogamie, et donc je pense que c'est très bien que les deux lieux soient ouverts et à l'opéra et à la danse, et qu'il puisse y avoir aussi bien une représentation de Gisèle, j'allais dire, je ne sais pas si ça a eu lieu, non, mais de Gisèle à la Bastille, et d'une création ultra contemporaine ici. Voilà, je pense que voilà, ces échanges, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et pour finir, en pensant à Hugal, qui a dû qu'en charge pour les ministres de faire tout ça, c'est amusant que ce soit lui qui ait réussi à le faire, à l'initier de manière aussi volontariste, avec les équipes, bien évidemment. On ne remerciera jamais assez les équipes, même si parfois ils sont difficiles, mais c'est une équipe absolument incroyable. Et c'est drôle de savoir que c'est Hugues qui a été chargé de faire tout ça, alors qu'il disait que la Bastille était une réponse à une question qui ne se posait pas. Là, c'était une mauvaise réponse à une question qui ne se posait pas. Ah, mais j'ai pas bien dit. D'accord. C'est quasiment ça. L'idée. Sur toutes ces questions, ce qu'il faut bien voir pour nous tous, contribuables,
c'est que dans le budget de l'État lié au spectacle vivant, la première ligne de crédit, c'est pour l'Opéra national de Paris. Bien supérieure aux autres institutions culturelles que sont la Comédie Française, etc., etc. Et donc, pardon. Je crois que la Bibliothèque nationale, c'est beaucoup plus élevé. Non, je parlais du spectacle vivant. Donc, je n'ai pas parlé de... Bien sûr. Non, bien sûr. Et là, c'est un très beau sujet, parce que c'est un sujet aussi pour l'avenir, parce qu'un anniversaire, c'est fait aussi pour se mettre dans une posture d'accueillir l'avenir. Jusqu'à présent, et il y a des hauts, des bas, etc., infinitésimaux, mais l'engagement de l'État pour l'Opéra national de Paris, il est considérable. C'est autour des années un peu plus de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros sur un budget de 250 millions. Les publics, c'est beaucoup d'argent aussi, parce que voilà, les places se vendent bien grâce au travail des artistes, et les places sont parfois chères. Et puis il y a les mécènes. Et les mécènes, c'est évidemment quelque chose de très important. Et là, on retrouve la complexité comme avec le pouvoir politique. C'est-à-dire que les mécènes sont des partenaires stratégiques, ils ne peuvent pas complètement interférer dans la programmation. Ils ont le droit, bien évidemment, d'avoir des goûts, des préférences, des choix, et c'est tout le travail très sophistiqué et très complexe que doit mener le directeur de l'Opéra national de Paris et de ses équipes pour évidemment accueillir le maximum de mécènes et de partenaires, et pour autant d'être extraordinairement vigilant pour qu'il puisse maintenir la diversité de la programmation à laquelle il est personnellement et humainement attaché, et ne pas affecter une part trop importante du mécénat à tel ou tel type de programmation. Parce que sinon, ça sera un peu plus difficile à gérer. Alors, c'est ça parce que c'est un sujet qui, pour le moment, n'est pas complètement sur la table, parce que, au fond, le soutien de l'État et le soutien du public par le ticketing est très important. Mais si ce soutien de l'État devait être amené à s'amoindrir au bénéfice de partenariats privés, on arriverait peut-être à des réflexions parfois conflictuelles sur la programmation. Alors, le mécénat n'intervient pas que dans la programmation, il intervient aussi pour mener des missions, on pourrait dire d'ailleurs de service public, en éducation artistique et culturelle. Je pense notamment à l'Opéra en Guyane, qui est mécéné à 100%. Le Junior Ballet. Le Junior Ballet aussi. Non, vive le mécénat, et merci à tous les mécènes et à cette addition d'énergie. Dans, encore une fois, le respect absolu de la liberté de programmation et de décision des équipes à la tête d'un lieu culturel. Merci beaucoup.